Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à 13 arguments contre le référendum d'initiative citoyenne. Premier argument, le RIC tue la démocratie représentative. Si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Alors premièrement, l'exemple de la Suisse montre que le référendum d'initiative citoyenne est parfaitement compatible avec le système représentatif. La Suisse a aussi un gouvernement, a aussi un parlement qui est actif. Simplement, il travaille sous le contrôle des citoyens qui ont le dernier mot. Deuxièmement, parler de démocratie parlementaire ou de démocratie représentative, c'est un peu trompeur parce qu'un système n'est pas vraiment démocratique si le démos perd tout kratos entre deux élections. Deuxième argument, le RIC ralentit les processus de décision. En Suisse, par exemple, il y a un délai de référendaire de 3 mois après l'adoption d'une loi par le Parlement, délai pendant lequel des citoyens peuvent réunir des signatures pour que ce projet de loi soit soumis en votation populaire. Et de façon plus générale, c'est clair que avec le référendum d'initiative citoyenne, les parlementaires doivent se demander est-ce que ce projet de loi, s'il passe en votation populaire, est-ce qu'il gagne en cas de référendum? Donc, il y a des consultations qui sont nécessaires pour être sûr que ça correspond à la volonté populaire. Mais ça, c'est un coût qui paraît raisonnable, dont le ralentissement n'est pas tel que la Suisse ne prendrait pas à temps les décisions qu'il convient. Et au moins, c'est des décisions qui correspondent à la volonté des citoyens. Et par opposition, dans un système comme en France, évidemment que si Jupiter et ses copains décident, si en plus ils ont la majorité au Parlement, ils peuvent aller très vite dans l'adoption de leur loi, mais ensuite, il y aura peut-être un autre président et il sera aussi très rapide peut-être pour les défaire. Donc vous avez dans ce système-là des zigs et des zags qui sont très rapides, mais au total, ce n'est pas forcément plus rapide que selon le système suisse avec une démocratie directe. Troisième argument, le RIC ne permet pas d'amender les propositions. Alors il ne faut pas surestimer la qualité des débats parlementaires. On voit en France avec quelle vitesse les amendements de la minorité sont balayés. Deuxièmement, même avec le référendum d'initiative citoyenne et même en votant simplement par oui et par non, il peut y avoir ça peut en aller relativement dans les détails, dans le sens qu'on peut, par exemple, proposer 2 initiatives qui visent le même objectif, mais essayer de l'atteindre par des moyens différents. Et une autre possibilité, c'est le Parlement en Suisse a la possibilité de proposer un contre-projet à une initiative. Et dans ce cas-là, le même jour, les citoyens votent sur l'initiative et sur le contre-projet du Parlement. Et puis ils disent aussi, au cas où les deux sont acceptés par le peuple, est-ce que c'est l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur? Quatrième argument, le RIC divise les Français. Non, c'est les décisions à prendre qui divisent les Français. Il n'y a pas unanimité sur ces décisions collectives. Et même si c'est Jupiter et ses copains qui décident tout seuls, ça ne changeait en fait que les citoyens sont divisés sur quelle est la bonne décision à prendre. 5. Les citoyens ne veulent pas le RIC, mais en particulier ils ne veulent pas voter tous les dimanches. Eh bien en Suisse, au niveau national, les citoyens votent tous les 3 mois, donc 4 fois par an. Il ne s'agit pas de voter tous les dimanches. 6e argument, le RIC est irréalisable. Eh bien, le RIC fonctionne en Suisse et pourrait tout aussi bien fonctionner en France. On dira que la France est un pays beaucoup plus grand que la Suisse, mais les Suisses,
Ils ne se réunissent pas sur la place fédérale pour voter à main levée sur ces référendums. Ils déposent des bulletins dans des urnes et ça peut tout aussi bien être fait dans un pays plus grand comme la France. Septième argument, le RIC existe déjà. Alors là, ça se réfère en général en France au référendum d'initiative partagée. Eh bien, premièrement, c'est pas un référendum d'initiative citoyenne et c'est même pas un référendum d'initiative partagée entre le Parlement et les citoyens, c'est un référendum d'initiative purement parlementaire. Donc ça, c'est une première différence. Deuxième point, cette initiative parlementaire, elle doit être soutenue par un certain nombre de citoyens et ce nombre est tellement élevé qu'en fait, le nombre requis n'a jamais été atteint. Donc c'est un instrument inutilisé et probablement inutilisable. Troisième point, on comprend que ce soit difficile de réunir les signatures des citoyens parce qu'en fait, même si ce nombre énorme de signatures était réuni, eh bien, il n'y aurait pas nécessairement un référendum, il n'y aurait pas nécessairement une votation populaire parce qu'il suffit que ça passe au Parlement, même se sont simplement mis à l'ordre du jour. Ils peuvent le mettre directement dans la poubelle et c'est conforme à la règle du référendum d'initiative dite partagée qu'à ce moment-là, ça ne passe pas en votation populaire. Donc la France n'a pas actuellement un référendum d'initiative citoyenne. Huitième argument, je ne voudrais pas trop que le peuple décide parce qu'il décidera peut-être pas comme je veux. Alors 2 points. Premièrement, c'est le peuple qui subit les conséquences de ses décisions et c'est donc lui qui a la légitimité pour prendre ses décisions. Et deuxièmement, eh bien, c'est possible que chacun se dirait ça serait bien mieux si c'était moi qui prenais toutes les décisions. Peut-être qu'il chacun surestime un peu son infaillibilité, mais de toute façon, c'est un avis qui est probablement pas très partagé, c'est-à-dire que les autres ne pensent pas forcément qu'il faudrait vous confier tout le pouvoir. Et par contre, là où la majorité du peuple peut tomber d'accord, c'est pour donner ce pouvoir à la majorité du peuple. Et pour un individu donné, ça veut dire que de temps en temps, évidemment, et même assez fréquemment, trop fréquemment à son goût, il ne sera pas d'accord avec la décision prise par la majorité du peuple, mais ça ne serait pas mieux si c'était Jupiter qui prenait la décision. Neuvième argument, le peuple est intrinsèquement incompétent. Incompétent par rapport à qui ? Par rapport, par exemple, à ces experts qui, au début de la crise du Covid-19, nous disaient que les masques ne servent à rien. Il faut bien voir que ces experts ont aussi leurs limitations, ils ont leurs conflits d'intérêts et ils ont des préférences qui ne correspondent pas nécessairement à ceux de la majorité des citoyens. Deuxièmement, le citoyen peut regarder des débats pour se faire une opinion avant de voter sur un sujet lors d'un référendum. Durant ces débats, il peut voir les arguments pour et les arguments contre la proposition. Et finalement, il faut bien voir que cet argument de l'incompétence du peuple, c'est un argument qui pourrait aussi être porté, s'il était vrai, non seulement contre le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi, et peut-être même davantage, contre l'élection. Car c'est plus difficile d'élire des représentants que de voter sur un sujet. En effet, quand on élit des représentants, eh bien, il faut comparer les programmes des différents candidats, et dans ces programmes, il y a différents sujets, donc c'est plus compliqué que simplement de voter sur un sujet. Et puis en plus, il faut évaluer la personnalité des candidats, comment ils se comporteront face à une situation imprévue, et puis aussi simplement est-ce qu'ils tiendront leurs promesses. Donc si les citoyens sont suffisamment compétents pour élire, ils sont assurément aussi suffisamment compétents pour voter sur des sujets lors de référendums. Le 10e argument, c'est que le peuple est mal informé par les médias, il est voire désinformé, et
que par conséquent, il ne faut pas instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Alors c'est vrai qu'il y a un problème des médias, mais deuxièmement, on observe régulièrement en Suisse que le peuple vote contre ce que disent la large majorité des médias et ce que veulent les puissances de l'argent. Et c'est pourquoi ce problème des médias, qui est un problème réel, n'est pas une raison pour renoncer à se battre pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne. 11e argument, le peuple serait intrinsèquement méprisant pour les minorités. Et l'argument qu'on entend souvent, c'est que si on introduisait le référendum d'initiative citoyenne en France, eh bien, il y aurait immédiatement le rétablissement de la peine de mort. Alors, premièrement, le référendum d'initiative citoyenne existe en Suisse et la peine de mort n'a pas été rétablie. En fait, la peine de mort a été abolie dans le Code civil en Suisse plus tôt qu'il a été aboli en France. Donc, il n'y a pas de raison de penser que les citoyens soient moins sensibles au sort des minorités que les représentants au pouvoir. En plus, avec le référendum d'initiative citoyenne, en Suisse par exemple, 2% des citoyens peuvent soumettre en votation populaire un sujet qui les préoccupe. Et ça correspond à un profond respect des minorités. Et ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que ce n'est pas toujours le même clivage qui se creuse sur tous les sujets. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement une majorité et une minorité, et toujours la même séparation entre la majorité et la minorité, voire comme ça se passe avec l'élection présidentielle, de temps en temps il y a un retournement et c'est la minorité qui devient majoritaire, et puis c'est l'autre groupe qui n'a plus rien à dire. Euh, avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas toujours le même clivage qui se creuse. Ça pourra être les villes contre les campagnes sur un sujet. Sur un autre sujet, ce sera peut-être les jeunes contre les vieux, ou les hommes contre les femmes, ou en Suisse, par exemple, les latins contre les germanophones. C'est simplement pas toujours le même clivage qui se creuse. Finalement, ces arguments de respect des minorités qui sont évoqués pour ne pas instaurer le référendum d'initiative citoyenne, c'est plutôt un prétexte exhibé par la minorité au pouvoir pour continuer d'extorquer le pouvoir qui, dans une démocratie, revient au peuple. 12e argument, on dira que le référendum d'initiative citoyenne favorise les populismes. Alors d'abord, le mot populiste, chacun sait que c'est juste une insulte qu'on lance à ceux qui ont des positions populaires auxquelles on n'adhère pas, et une insulte auquel on recourt d'autant plus facilement si on n'a pas d'argument. Mais conservant un instant ce terme populiste, il faut voir que lors d'une élection, des candidats populistes peuvent parfaitement être élus, et que le référendum d'initiative citoyenne réduit en fait ce risque, parce que avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est plus possible pour les gens au pouvoir de mettre sous le tapis les préoccupations qui les dérangent, les préoccupations du peuple. Et ces préoccupations doivent être discutées, gérées, prises en compte. Et ça coupe l'herbe sous les pieds des partis populistes, et ça réduit en fait la possibilité pour ces partis populistes de gagner aux élections. Le dernier argument concerne le RIC constituant, c'est-à-dire ce RIC qui est le cœur du RIC, qui permet aux citoyens d'initier des modifications de la Constitution, donc de fixer eux-mêmes les règles du jeu politique, par exemple d'instaurer d'autres RIC s'ils le souhaitent. Et ce 13e argument, donc, qui est un argument contre le RIC constituant, consiste à dire que la Constitution ne doit pas être changée trop fréquemment, ne doit pas être changée tous les ans. La Constitution, c'est le cadre de la République française. Donc si on peut changer le cadre très régulièrement, tous les ans, une ou deux fois de cadre, on va être complètement perdu.
En réalité, c'est très utile et c'est mieux pour la stabilité d'un pays de mettre à jour la Constitution aussi fréquemment que nécessaire, plutôt que de laisser creuser un écart entre cette Constitution et ce que veut le peuple, pour aboutir finalement à une modification brutale, un changement de république par exemple. Et c'est aussi plus démocratique parce que ces ruptures brutales finalement, le peuple il peut juste choisir entre la nouvelle république et l'ancienne. Il doit refuser ou accepter en bloc la nouvelle constitution, alors qu'avec le rite constituant, c'est sujet par sujet, le peuple peut décider si sur ce sujet-là, il accepte cette modification de la constitution. Voilà, j'ai fait ce petit tour d'horizon de 13 objections contre le référendum d'initiative citoyenne. Si vous pensez que j'ai omis certaines objections, eh bien, indiquez-le en commentaire de cette vidéo. Indiquez-le aussi si certaines de mes réponses ne vous ont pas convaincu, si vous aimeriez une vidéo plus approfondie sur certaines de ces objections contre le RIC. Et puis vous pouvez aussi indiquer en commentaire si vous avez des arguments supplémentaires que vous aimeriez amener face à une de ces objections. Et maintenant, je vais vous signaler deux vidéos. La première concerne la Gazette RIC. C'est une gazette qui sort une fois par mois, avec aussi une vidéo associée, et qui vous tiendra au courant des activités des partisans du RIC. Donc il y a beaucoup qui se fait pour instaurer le RIC en France. Et la deuxième vidéo concerne la candidature Espoir RIC à l'élection présidentielle 2022. C'est une candidature incarnée par Clara Higuer et dont l'unique objectif est d'instaurer ce RIC constituant dont je vous parlais tout à l'heure. Ce RIC constituant qui est le cœur du RIC.